Bonjour à tous et bienvenue sur Watch TV, bienvenue dans Entre Cases, surtout votre magazine consacré à la bande dessinée sur Watch TV pendant une demi-heure. On cause du 9e art avec Nicolas Adolphi. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Une demi-heure également avec Laurent Giannatti qui est pas loin, qui est derrière sa vitre, notre partenaire BD Geste. Salut Laurent. Bonjour à tous. Coucou, tu nous parleras tout à l'heure de ton coup de cœur de la semaine, ce sera pour un petit peu plus tard dans l'émission, mais il est déjà là, il est à ma droite, il s'appelle Richard Marazzano, il est scénariste, il a publié tout plein de choses dans un univers extrêmement varié, c'est un scénariste multitâche, un seul crayon, un seul ordi, mais c'est lui toujours. On va parler évidemment de son dernier album qui s'intitule Fleur de bambou et qui va paraître dans quelques jours aux éditions Rue de Sèvres. C'est de l'avant-première totale pour votre émission préférée. Et puis tout plein d'autres coups de cœur, tout plein d'autres choses. Un beau programme jusqu'à encore 26 minutes ensemble. Et puis alors, comme on est en direct, on se fait plaisir. Vous n'hésitez pas avec l'hashtag EntreCasesWatch sur Twitter et également sur la page Facebook de l'émission. Si tout va bien, je vais essayer d'être réactive et de prendre les questions. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. On a tout droit, même les fringues. Hein. Lâchez-vous. Allez, c'est parti. Entre Cases, c'est maintenant. Bien, donc comme Emma l'annonçait à l'instant, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard Marazzano. Rebonsoir Richard. Bonsoir. En direct sur Entre Cases. Alors, je vais raconter un petit peu qui vous êtes. On va revenir un petit peu à votre histoire. Donc, vous avez fait les Beaux-Arts d'Angoulême, c'est bien ça. Vous avez aussi participé à l'Atelier Sanzo ensuite avec quelques grands autres noms de la bande dessinée comme Denis Bajram, Christophe Beck, etc. Guilhem, un camarade. Guilhem, absolument. Mazan, Isabelle Detemps. Voilà. Il y avait du monde. Un beau monde. Vous vous lancez donc dans la bande dessinée. Votre premier album, à moins que je ne me trompe, publié, vous le réalisez avec Éric Derian. Tout à fait. Il s'appelle Humain trop humain, c'est ça ? Il n'y en a eu qu'un seul ? C'était un petit album chez un petit éditeur indépendant et on s'est fait plaisir. Oui. C'était le Cycliste, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Voilà, d'accord. Bordelais, éditeur bordelais. Avec plus de 70 livres maintenant, vous êtes l'un des scénaristes les plus... Enfin, scénaristes, dessinateurs, coloristes, oui. Vous faites un petit peu de tout. Il y en a des plus prolixes que moi encore. Hein. Oui, déjà, moi, quand j'ai dû étudier votre biographie, il n'y a rien de pire que de reprendre 70 ouvrages, parce que c'est juste l'enfer. Bon. Dans ces ouvrages, moi, je me souviens en particulier de Cuervos, qui a été quand même un tournant, on va dire, dans votre carrière, puisque c'est ce qui vous a ouvert d'autres portes, il me semble, c'est bien ça ? Ça a été un vrai succès critique, oui. Un succès critique, peut-être un peu moins un succès au niveau du public ? Oui, c'est un album qui était exigeant, hein, c'est une série qui était exigeante, qui était un peu violente aussi. Ouais. Donc le public a peut-être été un petit peu rebuté par ça. Un petit peu plus réticent. Mais bon, c'était un très très grand souvenir. C'était la rencontre avec Michel Durand, qui était un dessinateur extraordinaire et avec qui on a collaboré pendant toute cette série de manière très heureuse. Quelques années plus tard, vous rencontrez le vrai succès, la gloire, on peut le dire, quasiment internationale, avec le complexe du chimpanzé. Ça aussi, ça vous a ouvert des portes, sur l'international en particulier ? Ah bah oui, puisque Christopher Nolan l'a adapté sous la forme d'Interstellar, donc effectivement, oui, ça nous a ouvert des portes, sauf qu'on n'a pas eu le retour en question, mais oui, ça a été aussi un succès critique et un succès public. Alors vous êtes un auteur assez particulier, parce que vous êtes un auteur qu'on ne peut pas définir à travers votre style. Il fait tout. Vous faites tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre... Alors déjà, en termes géographiques, vous nous faites voyager dans divers pays. Ensuite, en termes de temps, vous êtes autant passionné, d'après ce que j'ai compris, par l'histoire classique, des conquistadors jusqu'à... aujourd'hui, on va dire. Et puis, bien avant, j'ai fait la Grèce archaïque, alors. La Grèce. Et là, je suis en train de faire réaliser un album avec un dessinateur iranien assez talentueux qui se passe bien avant la Grèce archaïque. Vous voyez. Alors, il y a donc de l'avant, et puis il y a aussi de l'après, puisque vous faites aussi de la science-fiction. C'est une de vos passions, une de vos... Ça m'a toujours intéressé, mais je pensais pas devenir un auteur qui ferait une grande partie de son œuvre dans la
science-fiction. Et à chaque fois, je me dis, je vais arrêter la science-fiction et le cap. sujet qui se présente il porte à cela. Donc, Mais alors, ce goût pour la science-fiction, est-ce que ça vient de vos études scientifiques, en fait, hein? Je me suis posé la question. ça a dû jouer. Et puis, les études scientifiques que j'ai faites, c'était peut-être aussi parce que la spéculation intellectuelle autour des sciences m'intéressait également. Ouais. Vous auriez été bien en astrophysicien. Bah, ça me plaisait, je me sentais à l'aise là-dedans, mais l'université a jugé que mon niveau de mathématiques n'était pas suffisant et on m'a montré la porte gentiment. Tout à l'heure. Alors, vous avez collaboré avec un nombre assez impressionnant de noms de la bande dessinée, évidemment. J'en ai noté quelques-uns, Déméter, Beck, Kerfrieden, Dorisson, Dorian, Ponzio, etc. etc. Donc, voilà. On vous définit comme un auteur assez complet parce que vous êtes autant scénariste, plus scénariste d'ailleurs dans l'ensemble de votre travail, mais aussi dessinateur et coloriste. Pourquoi moins de dessins et plus de scénarios ? Bah, le dessin prend plus de temps que le scénario et l'écriture, même si pour le scénario on a besoin d'un grand travail de préparation, de documentation, etc. Mais je suis pas très à l'aise aussi au dessin, donc j'ai besoin de beaucoup de temps pour refaire les choses. Et j'ai des exigences qui tendent vers un dessin très très réaliste, voire hyper réaliste, qui font que je suis moins productif. D'accord. Est-ce que c'est de la BD un petit peu à l'ancienne, votre façon de dessiner ? Je me suis posé la question, parce qu'on retrouve dans votre trait, je trouve, des classiques de la bande dessinée. Bah, c'est-à-dire que, oui, il y a des grands dessinateurs. J'ai eu la chance de fréquenter des gens comme Möbius, comme Victor de la Fuente, qui m'a beaucoup poussé, comme Alfonso Font, et donc beaucoup d'auteurs espagnols qui ont un dessin très classique. Et les gens que je fréquentais à Angoulême aussi, comme Christophe Beck, étaient aussi passionnés par ce genre de dessin. Donc ça a eu une grande influence pour moi. D'accord. J'ai lu que c'est Jean Giraud donc, qui vous avait dirigé vers le scénario. En fait, j'étais venu lui présenter des scénarios, non pas pour qu'il les dessine, mais en tant que jeune auteur, j'avais 16 ans et demi, je crois, et je lui avais présenté mon travail pour qu'il le critique. Et il a été assez généreux et gentil pour se passionner pour ça et m'accorder du temps. Et il m'avait présenté à Guy Vidal à l'époque et Mougin, qui était Jean-Paul Mougin, voilà, qui était directeur de collection chez Casterman à l'époque. Ouais. Du magazine à suivre, c'est rédacteur à suivre. Et donc voilà, ça avait été c'est lui un peu qui m'a poussé dans la bande dessinée. Alors cette année, donc, sur l'année passée, vous avez sorti au moins 3 bouquins. En fait, je n'arrive plus à compter par année, parce qu'il y a des années où c'est 3, il y a des années où c'est 8 ou 10. Non, mais surtout qu'il y a des éditeurs qui parfois mettent un peu en attente parce qu'on veut avoir un deuxième tome assez vite, assez proche. Donc vous écrivez tout le temps en fait, donc après ça sort quand ça peut. Mais... Voilà, on n'a pas du tout le même rythme que celui de l'édition en fait, en tant qu'auteur. Et dans le genre je suis multitâche et multigenre, vous venez aujourd'hui nous présenter donc Fleur de bambou qui sort chez Rue de Sèvres. Alors Fleur de bambou, c'est plutôt une BD jeunesse, c'est défini comme une BD jeunesse. Oui, tout à fait. C'est un conte qui raconte l'épopée d'un trio assez atypique, puisqu'il s'agit d'un panda roux, d'une fouine et d'une jeune fille, une jeune fille d'homme. Humaine, voilà. J'ai juste dit, pardon, vous parlez du trio, mais tout l'univers, ce ne sont que des animaux, sauf cette jeune fille. Absolument. Voilà. C'est un animal aussi, hein. Un genre. Voilà, mais tout le monde sait très bien communiquer, ceci dit. Et ce trio est à la recherche du grand esprit de la forêt primordiale, dont ils souhaitent recevoir l'aide parce que leur forêt de bambou précieuse est en train de disparaître. Ils s'en sont rendus compte avec la floraison, avec l'éclosion d'une fleur qui annonce le pire pour cette forêt. Puisque nos spectateurs le savent peut-être pas, mais quand un bambou fleurit, toute la forêt fleurit, et quand un bambou fleurit, il meurt. Donc toute la forêt va mourir. C'est ce qu'on il faut renouveler la forêt. Voilà. C'est là le bambou. Ouais, c'est tout à fait ce qu'on apprend. Donc cette chose qui est très jolie est en fait délétère en fait. Le début de la fin. Vous avez choisi donc d'être scénariste et storyboarder. Alors, juste avant que vous nous expliquiez pourquoi ça, storyboarder et pourquoi vous signez storyboarder, à préciser que cet album, qui est très 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 beau, est dessiné par une illustratrice dont c'est le premier album de BD, qui est spécialisé dans l'illustration jeunesse. Oui, Caterina Kifin-Katzaza, pour ses œuvres, est une illustratrice italienne qui travaille en France depuis quelques années, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'on a fait une exposition commune dans la ville où j'habite.
Et on est devenus camarades et on a commencé à travailler ensemble et elle souhaitait que je l'assiste pour la narration puisque c'était son premier album. Et alors non seulement c'est de la couleur directe, mais vous me disiez avant l'émission qu'en plus c'est des huiles. Bah oui, je trouvais que c'était un peu trop facile qu'elle fasse un premier album, donc elle me dit allez, fais-le à l'huile pour corser un peu le débat. Et elle s'en est vraiment très très bien tirée, elle a travaillé sur des grands formats ? Oui, c'est assez grand ces formats. Ouais. Oui. C'est 50-70 cm à peu près. Alors expliquez-moi pourquoi storyboarder ? Certains dessinateurs avec qui je travaille sont pas forcément très à l'aise avec la narration, d'autres préfèrent que je leur fasse un exemple, ils sont très à l'aise mais ils préfèrent que je leur donne un exemple pour mieux voir ce que j'ai en tête. Et puis moi ça me permet aussi de mieux présenter mes idées. Oui. Voilà. Est-ce le fait qu'elle débute en fait dans le monde de la bande dessinée, ça facilitait en fait les échanges et le travail ? Il y a plein de manières pour que ça se passe bien ou mal un projet. Il y a plein de manières qu'on s'entende bien ou qu'on s'entende pas bien. Je trouve qu'avec Katerina ça a été très chouette dès le début et qu'elle m'a supporté pendant 1 an et demi sur cet album, donc c'est que ça devait bien se passer. Elle vous a supporté. Vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas facile à travailler ? Elle travaillait tous les jours à l'atelier chez moi et donc en fait... Elle bosse de chez vous ? J'ai un atelier concomitant à la maison et donc elle venait travailler à l'atelier parce qu'elle voulait des conseils et bien qu'elle, à mon avis, elle était tout à fait capable de s'en tirer toute seule, mais elle avait besoin d'être rassurée et moi c'était un plaisir de voir son travail, l'élégance de son travail au quotidien, mais donc j'étais un peu sur son dos tous les jours à lui dire qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça, c'était très très pénible, j'imagine. D'accord. Je me pose une autre question. Donc, vous multipliez les productions en ce moment dans des genres complètement différents, des genres adultes et des genres justement beaucoup plus jeunesse. La première question, c'est est-ce que c'est difficile de se lancer lorsqu'on a l'habitude de s'adresser plutôt à un public adulte ? Est-ce que c'est difficile de se lancer dans une production jeunesse ? C'est amusant parce que c'est le genre de question qu'on n'aurait jamais pensé poser à quelqu'un comme Billy Wilder qui faisait des films de styles très différents, il faisait du polar, il faisait des comédies, ou à des films à des réalisateurs comme Robert Wise qui à un coup font la mélodie du bonheur, un coup font des films d'horreur, et un coup des films de science-fiction. Et moi je suis un auteur qui a été très inspiré par cette époque-là de l'écriture, où des auteurs étaient des auteurs de genre, mais ne se confinaient pas dans un genre. Voilà. Donc, comme on a des goûts multiples, c'est un peu une manière de s'évader de soi-même et de ce qu'on a fait la fois d'avant également. Parce que moi, je me posais la question en termes techniques, techniques scénaristiques. Déjà, sur le rythme, est-ce qu'on adopte un rythme différent lorsqu'on s'adresse à un lecteur plus jeune ? Oui, tout à fait. Dans les dialogues, dans la manière de gérer les ellipses, etc. Mais j'ai de toute manière une narration qui est très très elliptique. Bon, c'est un peu l'art de la bande dessinée, l'ellipse, de toute manière. Mais j'ai une narration qu'on pourrait qualifier de surelliptique par rapport à la bande dessinée. Toujours plus fort. Et plus fort, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus vicieux comme manière de raconter, parce que c'est plus difficile peut-être à appréhender. Et donc, techniquement, ça explique peut-être aussi que parfois, le fait de faire le storyboard avec mes camarades dessinateurs, ça permet de lier la sauce plus facilement. Mais moi, je pense toujours au public et à la psychologie, par exemple, des personnages. C'est quand même super difficile d'ancrer une psychologie globale de personnages lorsqu'on s'adresse à des plus jeunes. Ah, c'est un métier, hein. C'est ça, en fait, c'est ça. On apprend que c'est un métier. Non, raconter des histoires, voilà, depuis l'enfance, on raconte des histoires, on entend des histoires. Bon, il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Moi, j'ai été nourri par ça très longtemps, et voilà, j'essaie de rendre aussi le plaisir au lecteur de ça. Alors, ceci dit, c'est un très très bel album. Je te rends la parole, Emma. Non, voilà. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'effectivement, c'est poétique, c'est magnifique. Graphiquement, je trouve ça très très joli pour les enfants, c'est sublime. Oui, Katerina a fait un superbe travail. Mais vraiment, il y a de l'humour, enfin vraiment, voilà, ça marche aussi. Il faut que les enfants voient, il y a une interactivité, ça marche auprès des grands aussi. J'ai des adultes qui l'ont lu, effectivement, qui ont trouvé ça très très plaisant et très rafraîchissant. Hein. Si les gens veulent un feel-good album, puisque c'est la mode d'avoir des trucs feel-good, je pense que c'est le cas. Combien d'albums prévus, juste ?
C'est une série ouverte. On fait D'accord. une histoire, une aventure avec les personnages récurrents. Il y a des personnages qui interviendront en plus au fur et à mesure. C'est une série ouverte, ça peut durer autant que les lecteurs auront du plaisir à le lire. Eh ben parfait, donc voilà. Fleur de bambou, le tome 1, donc les larmes du grand esprit, ça n'a rien de triste, personne ne pleure. Pour le De moment, rire, pour le par moment. moment. Mais il y a évidemment tout plein d'autres choses qui sortent, et notamment, on va parler avec Laurent Janine de son coup de cœur, c'est la rubrique coup de cœur de BD Geste. Cher Laurent, vous lisez tout plein de choses et vous en avez choisi un cette semaine, c'est lequel ? Absolument, je vais vous parler de Colette et notamment des apprentissages de Colette de Annie Gotzinger chez Dargaud. Alors c'est Nathalie Crom qui est journaliste littéraire chez Télérama qui a signé la préface et qui indique justement que on a l'habitude de voir Colette un petit peu vieillissante avec un embonpoint dans son appartement à Paris. Elle a l'image d'une féministe bisexuelle, mais on a un petit peu oublié qu'elle a été jeune. Et Annie Gotzinger va retracer 30 ans de la vie de Colette, avec son trait si particulier, très élégant et très fin. Donc elle commence son récit par sa rencontre avec Willy, Henri Gauthier-Villard. Willy est un critique musical, mais aussi un journaliste pas très reconnu, pas très doué. Et par contre, il va voir chez Colette déjà les prémices de très grande qualité littéraire. Et Colette va commencer à écrire, sauf que c'est Willy qui va signer lui-même tous les bouquins de Colette. Donc elle va se marier avec Willy très très jeune, à 20 ans. Elle va divorcer, puisque Willy est aussi un coureur de jupons. Et c'est à partir de ce moment-là que Colette va se libérer, autant artistiquement que sexuellement. C'est là où elle va commencer à partir en tournée dans toute la France avec Missy, qui sera sa compagne pendant quelques temps. Et elle va commencer à écrire et à avoir le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc on voit que les planches sont vraiment très très jolies. Annie Gotzinger a fait un superbe travail. Pour ma part, elle avait un petit peu le même style réalisé Jeune fille en Dior il y a quelques temps. J'avais adoré, qu'est-ce que c'est beau. Alors moi j'ai beaucoup mieux aimé Colette. Voilà, donc si vous avez aimé Jeune fille en Dior, vous aimerez Colette, c'est ça que vous voulez nous dire. Exactement. Et ça va, je signe. Pour terminer, il y a un glossaire en fin d'album qui indique les dates importantes de la vie de Colette. Donc si vous voulez tout savoir sur Colette, lisez les apprentissages de Colette de Gotzinger chez Dargaud. C'est un one-shot ? C'est un one-shot, absolument. Tip top, merci Laurent. Il y a d'autres livres qui sortent aussi, parce que, pardon, j'ai fait un petit blanc parce que je sentais peut-être un jingle, mais non, c'est pas grave, on continue. Juste parce que, alors moi j'avais aussi un coup de cœur, évidemment, il n'y a pas que BD Geste qui lit des bouquins, et Laurent Genati en l'occurrence. Moi je voulais absolument vous parler de celui-ci. Alors juste quand je le montre, pardon, on va revenir sur ce livre, et ça s'appelle Salud. Salud, ça veut dire santé en espagnol, parce que le héros va partir très rapidement. On le découvre au départ, il est sous un pont, c'est une espèce de SDF, pardon, je ne trouvais plus mes mots, un SDF voilà, qui a tout perdu, et en fait on va savoir comment il est devenu SDF au fur et à mesure du récit, et ça raconte l'ascension et la dégringolade absolue de ce type-là. C'est hyper bien raconté par Philippe Thirault, qu'on connaît aussi évidemment, parce qu'il a signé notamment beaucoup de polars. Vous le connaissez sûrement, Richard Marazzano. Oui, on s'était rencontrés à l'époque des Humains associés. Non, vraiment, c'est un... Voilà. Et alors, moi, j'ai été hyper touchée par le récit, parce que voilà, il va partir, il tombe amoureux d'une femme un peu plus âgée que lui, il va partir en Espagne, et alors, ce qu'on voit très rapidement dans les premières pages, c'est que son gros problème, et c'est pour ça que l'album s'appelle ainsi, Salud, c'est qu'il va très rapidement tomber dans l'alcoolisme, tout le temps, il picole à toutes les pages, il y a toujours une bonne excuse pour fêter un coup, et notamment quand ils vont partir en Espagne, quel hasard, ils vont ouvrir un bar, et voilà, donc il va tenir ça, et donc il va, encore une fois, il va gagner énormément d'argent, il pense que tout est arrivé, et puis évidemment, c'est pas le cas. Vous voyez, je tourne les pages au fur et à mesure pour vous voyez le dessin de Nadar, j'adore cette façon, c'est hyper expressif, les couleurs, vous voyez, sont assez électriques, mais ça fonctionne hyper bien. Moi, j'ai adoré le récit pour son histoire qui est hyper forte, vraiment, parce que ce personnage, parce que tous les différents... parce que quand il va aller en Espagne, donc lui, il est français, j'ai dit, il épouse une Espagnole, donc il va découvrir la famille espagnole, la mafia, etc., les gens qui tirent les ficelles, plus ou moins, et comment il va essayer de s'en sortir, ou pas, en l'occurrence. Et là, donc voilà, on le démarre à Paris, on va terminer à Paris, puisqu'il va finir par revenir, et comment il va réussir à s'en sortir ou pas, pareil, je vous raconte pas tout, mais... Et c'est surtout, alors moi, ce que j'ai découvert et ce qui m'a encore plus étonné, c'est qu'à la fin, alors ça c'est juste sur la C4, là, sur la page de fin, on découvre que c'est une histoire vraie. Donc Philippe Thirault a rencontré ce type-là, il lui a raconté son histoire, et il en a fait une bande dessinée, un excellent récit de bande dessinée, vraiment, ça fait longtemps, gros coup de cœur vraiment pour ce livre-là, j'ai adoré, je l'ai pas lâché. C'est chez Futuropolis.
C'est bien de paraître effectivement chez Futuropolis et voilà, vous allez adorer ça, cette couverture aussi avec voilà par séquence, vous voyez là, avec la joie et le malheur. Voilà, c'est encore une fois il y a les deux versions dans cette histoire bien racontées à découvrir absolument. Donc celle de Nadar et Tiro chez Futuro, c'est à mettre dans toutes les non pas les petits mais dans toutes les mains des adultes, vous allez aimer ça. Nicolas, autre coup de cœur de votre côté, c'était quoi ? Très très grand coup de cœur ce mois-ci, enfin cette semaine, avec Les Deux Vies de Baudouin de Fabien Toulmé, qui sort dans la collection Mirage chez Delcourt. Alors Fabien Toulmé, en fait, il avait déjà fait parler de lui il y a un peu moins d'un an, avec un album extrêmement particulier, qui était son premier album BD. Il traînait déjà pas mal dans le monde de la bande dessinée, et qui s'appelait Ce n'est pas toi que j'attendais, et qui racontait l'histoire de la naissance de sa fille trisomique. Donc récit très touchant, autobiographique. Et là, il nous revient avec un album très très humain, qui raconte en fait l'histoire de Baudouin. Baudouin est juriste, il a une vie extrêmement plate, c'est un trentenaire désabusé, il passe sa vie entre son boulot qui lui prend pas mal de temps et qui l'emmerde d'ailleurs, pour être clair, et sa solitude chez lui avec son chat. Bon, concrètement, il s'avère que sa vie va être totalement transformée lorsqu'il apprend qu'il a un cancer, et que ce cancer va l'emporter, qu'on ne peut rien faire, et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Ce Baudouin a un frère qui s'appelle Eric, et qui s'appelle Luc, autant pour moi, et qui est absolument tout le contraire. C'est un médecin sans frontières, qui passe son temps à voyager, qui profite de la vie et de tous ses plaisirs tant qu'il peut. Et son frère donc va l'entraîner vers une aventure africaine, c'est-à-dire qu'il va l'emmener avec lui dans une de ses missions pour Médecins sans frontières, et lui faire finalement découvrir sa vie, une vraie autre vie. Voilà. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, alors côté dessin, cet album, c'est assez étonnant parce que c'est très épuré, le dessin se rapproche un peu de la ligne claire, mais avec peut-être un petit peu plus de courbes, un peu plus de décor déjà, et un peu moins d'aplat, mais globalement on reste dans quelque chose d'extrêmement épuré. Et puis, en fait, il a utilisé sur le dessin 2 thématiques. Donc, il est sur page claire à partir du moment où on est. Oui, j'allais vous le demander. Il y a des séquences présent. Comme ça avec des pages. Voilà, et toutes ces séquences représentent en fait les flashbacks, les divers flashbacks. D'accord. Donc, avec des pages jaunies en fait, comme des pages qui auraient vieilli. C'est un gros livre. Hein. C'est un gros livre, et c'est surtout en termes de scénario, il est pour moi extrêmement fin. C'est-à-dire que toutes les montées dramatiques ne sont pas, prévisibles. Elles arrivent tranquillement, doucement, et mettent une ambiance générale dans l'histoire qui est vraiment très prenante. C'est un album qui est évidemment très touchant, qui parle finalement de la remise en question de ce que c'est que la vraie vie, au fond. L'auteur utilise assez adroitement la singularité de chacun des personnages principaux, donc Baudouin évidemment, qui est par essence quelqu'un qui a très peu de personnalité, et finalement il arrive à en faire un personnage vraiment attachant. Et puis je vous parle évidemment pas de la fin, mais il y a de jolis rebondissements et un album extrêmement touchant. Moi, c'est assez rare qu'un album de BD puisse m'extirper un début de petites larmes. Je ne cache pas que j'ai été quand même très touché par cet album. Mais oui, Nicolas Adolphi a un cœur. Oui, je sais. Voilà. Je suis insensible. Voilà. Donc, ça s'appelle Les... Deux vies de Baudouin de Fabien Toulmé dans Merci. la collection Mirage des éditions Delcourt. Richard Amadano, vous avez le temps de lire les livres des autres encore ? Pas souvent. Pas assez ? C'est une frustration ou bien c'est parce que vous ne voulez pas être influencé ? Non, c'est pas tellement ça, c'est que quand on écrit soi-même et qu'on fait de la bande dessinée 10-12 heures par jour, on aime bien se nourrir ailleurs. J'aime bien regarder des films, j'aime bien lire des romans, enfin plus des essais d'ailleurs. C'est-à-dire dans l'écriture, à l'écriture, vous avez écrit autre chose que vous avez l'idée d'écrire des scénarios de films, par exemple ? J'avais travaillé un temps avec Gérard Jourduy, mais ça n'a pas abouti. On avait travaillé sur 2 ou 3 projets et qui n'ont pas abouti malheureusement.
Mais vous avez hésité entre le métier de BDaste et le métier de cinéaste dans mes études, hein, parce que j'ai pas eu l'occasion. Enfin, récemment, avec Jean-Michel Ponzion, on avait commencé à réaliser des courts-métrages qu'on n'a pas pu aboutir, mais oui, c'est quelque chose qui me travaille, oui, évidemment. Mais bon, après, on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. Et Cuervos vous a emmené vers les contrées hollywoodiennes. C'était la loose à Los Angeles, oui, tout à fait. Je devais rencontrer avec Jean-Pierre Dionnet, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón et Oliver Stone, et en fait on n'a rencontré personne parce que Guillermo del Toro était coincé sur le tournage de Hellboy 2. Alors là on l'a #frustration. Voilà, Oliver Stone était en train de réaliser, il a vu une ouverture très très courte pour réaliser son documentaire avec Chavez. Ouais. Et donc en fait, j'attendais, il devait arriver, puis j'attendais à Los Angeles. Seul à Los Angeles, il y aura de quoi faire une histoire là-dessus. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que le projet d'adaptation cinématographique de Cuervos il est libre si il est libre. Bah voilà, on fait appel à... Si un grand réalisateur veut s'y mettre, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit un grand réalisateur. De préférence. J'ai des noms s'ils veulent. Bon, cela dit, alors on va suivre vos évolutions. Je rappelle, au cas où vous ne l'avez pas dit en introduction tout à l'heure en présentant, mais que Richard, on vous a eu dans cette émission il n'y a pas si longtemps à Angoulême. Parce que les 3 fantômes de Tesla étaient nommés aussi. Ça, c'est pareil dans votre carrière d'avoir des albums qui sont nommés au festival le plus prestigieux de la bande dessinée. C'est important. Oui, c'est important d'avoir la reconnaissance de la profession. C'est effectivement, ça compte. Il y a la reconnaissance du public, il y a la reconnaissance de la profession. Ce sont des choses distinctes et qui ont chacune leur valeur. Et puis bon, c'est pas la première fois que j'ai été nommé. Vous avez été primé même. J'ai même été primé parfois. Pas que nommé. Parfois, oui. Oui, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Mais avec les fantômes de Tesla, maintenant, en plus, vous avez la CIA sur le dos, c'est ce que vous nous avez dit. Exactement, ça a été un truc très, très terrible. Et on n'est pas au bout de nos révélations. On a hâte. Bon, c'est en 3 tomes, donc on aura une suite très prochainement d'ici la fin de l'année. Et possiblement 6, puisqu'il y a, à mesure qu'on ouvre les dossiers, il y a des choses qui sortent de là qui sont absolument incroyables. Est-ce que notre cher Laurent à distance a une question pour notre invité du jour au plateau? Parce que même s'il est loin, Laurent, on lui donne la parole. Oui. Laurent, une question pour Richard pour conclure. Juste une remarque, moi j'avais adoré Cuervos, c'était vraiment ce que j'avais lu. J'ai lu, alors j'ai lu Rio, je sais pas si vous l'avez lu Richard aussi, Rio. Oui, j'avais vu. De John Sauter chez Glénat. On retrouve un petit peu les mêmes thématiques que Cuervos. Et les personnages sont un petit peu ressemblants également. Ouais, exactement. Vous avez fait aussi la remarque, non, de cette ressemblance entre les 2 albums? Moi, je m'étais fait la remarque, oui, mais bon, enfin, les choses sont faites pour vivre et influencer d'autres choses, il n'y a pas de problème, oui. Et je pense qu'ils ont été également très très influencés par un film qui nous avait nous marqué à la sortie de Cuervos, la sortie du premier tome de Cuervos. Il y avait La Cité de Dieu qui était sorti exactement en même temps, ce qui avait donné des grandes sueurs froides à Michel Durand, puisque on avait une narration très particulière dans Cuervos qui était très originale, et voyant que dans le film il y avait la même chose, Michel avait été dévasté, pensant que c'était déjà dépassé le mois après sa sortie, alors que bon, c'était dans l'air du temps, quoi. Tout simplement. En tout cas, Richard Maradona, on est ravis de vous avoir eu ce soir en direct. Merci d'être venu présenter ce nouvel album, Fleur de bambou, voilà, qui paraît chez Rulsev. Et puis vous l'aurez compris, Richard, c'est Ma vie, mon œuvre, bibliographie complète. Allez dans les librairies, découvrir tout ce qu'il a fait et bien fait en plus. On était vraiment très fiers de vous avoir en direct. Encore bravo et merci. Merci à Laurent. Merci à vous. Voilà, d'avoir également participé en duplex, en ligne, via Skype. Merci Laurent Giannati de BDG chaque semaine d'être avec nous. Merci à Nicolas pour cette émission. Merci à toi. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission évidemment du coup sur le site de BDG, sur le site de Watch TV, sur toutes les box, sur tous les replays de Dailymotion, YouTube, etc. Éclatez-vous, choisissez ce que vous voulez. Merci à Benjamin Vincent pour la réalisation. La semaine prochaine, c'est Christophe qui sera dans ce fauteuil. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec Marwan Kahil. C'est une biographie qui viendra d'Einstein. On en reparle, ce sera sur Watch TV, entre cases, c'est tous les jeudis à 20h. Merci à tous, à très vite. Au revoir. Au revoir.